يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. Il est temps pour nous de nous intéresser dans cette émission à l'essor du secteur du transport et de la logistique maritime dans notre pays, car il s'agit là de l'un des piliers du commerce international. L'Algérie promeut, dans le cadre de sa vision économique intégrée, une stratégie très ambitieuse pour le développement de ce secteur. Elle s'articule sur le développement et la modernisation des ports, mais également sur une révolution en matière de gestion portuaire pour plus d'efficacité et de résultats. Le transport maritime est vital pour l'économie algérienne, ça vous le savez, il gère 90% des échanges commerciaux en volume, mais le pavillon national ne couvre, selon certains chiffres plus ou moins exacts, contre 5 et 11% du flux, créant une dépendance coûteuse aux armateurs étrangers. Les ports algériens ont traité 125 millions de tonnes de marchandises en 2023, mais les retards coûtent jusqu'à 12 000 $ par jour par navire en attente. Voilà un peu le cadre général du débat d'experts qui va suivre juste après ça. Pour tenter de décrypter les tenants et aboutissants de ce sujet, ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir, comme chaque jeudi, Idil Sassi, expert international en économie et en finance. Bonsoir Idil, merci d'être avec nous. Bonsoir Kherdin, merci pour l'invitation. À vos côtés se tient Rassim Benranem, consultant en commerce international. Bonsoir Rassim Benranem, merci d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. À votre gauche se tient Ramdan Amour, expert en logistique maritime. Monsieur Amour, merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci pour l'invitation. Et depuis Marseille, Rafiq Belhaj Amara, Managing Director de Navimed, nous rejoint donc en direct depuis Marseille. Monsieur Amara, merci d'avoir accepté notre invitation également. Merci à vous, merci à vous. Messieurs, sans plus tarder, je vais vous demander très rapidement de commenter quelques chiffres avant de laisser place au débat. Idil Sassi, à vous l'honneur, vous connaissez l'exercice. Premier chiffre qui va s'afficher, l'Algérie en matière de transport maritime et logistique portuaire a traité environ, je dis bien environ 130 millions de tonnes en 2024, plus 3% par rapport à 2023. Qu'est-ce que ce chiffre évoque chez vous, comme ça de manière globale ? De manière globale, il évoque une évolution liée à notre commerce extérieur. Il y a eu un flux en 2024 plus important que l'année précédente. Il évoque aussi le potentiel qu'on peut démultiplier à mon avis et puis peut-être dans l'avenir faire le bilan des choix qui ont été faits dans le passé par rapport à la gestion portuaire et puis de l'intégration du pavillon national et de notre commerce extérieur au niveau international. Ramdan Amour, que représente globalement ce chiffre d'après vous? Alors, globalement, 130 millions de tonnes, ça représente un volume important d'échanges. Et n'oublions pas que nos échanges commerciaux à l'international se font quasiment en transport maritime, ouais. Donc à plus de 90%. Voilà. Globalement. Ce chiffre aussi évoque, on a une quantité en volume, mais à quel prix? On va y revenir. Voilà, c'est très important. Et quand on parle de prix aussi, il faut parler évidemment de délai aussi. Ouais. Voilà. On va analyser toutes ces entre guillemets, données ce soir avec vous également et avec vos camarades experts. Monsieur Amour, Rassim Benranem, un mot sur ce chiffre en volume, 130 millions de tonnes en 2024, plus 3% par rapport à 2023 quand même.
C'est dire que déjà qu'il y a une croissance économique qui justifie une croissance des échanges. On est encore une fois sur à peu près un peu plus d'1 million d'unités conteneurs, équivalent à unités conteneurs pour les différents ports marchands algériens. Donc aujourd'hui, c'est des indicateurs de performance qui nous donnent, si vous voulez, un panorama sur les réalités du secteur, qui est un secteur stratégique pour l'économie nationale, un panorama sur sa réalité, son potentiel et ses points d'amélioration qui sont plusieurs, qu'on aura à aborder. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut discuter de l'importance du secteur du transport maritime en Algérie, son apport à l'économie et quel est le moyen d'en faire un levier de développement régional. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on se penche, comment le moderniser, comment réfléchir en 360 sur les atouts du secteur et ses points d'amélioration en général. Très bien. Un autre chiffre rapidement. Vous avez parlé de unités de conteneurs traités. On va y revenir. Avant cela, 90%, on l'a dit, M. Amour, d'échanges commerciaux par ce biais-là, le transport maritime, en 2024, mais également 35%. Je demanderai d'abord de revenir sur le chiffre précédent, 35%, entre 30 et 35% de coûts liés à ce traitement. Ramadan Amour, qu'est-ce que cela représente par rapport à la moyenne mondiale? Alors, le 35%, il faut bien le préciser, c'est le pourcentage du coût logistique dans le prix de vente d'un produit. Alors, déjà, les échanges, moi, je pencherais plutôt à 95% de nos échanges se font par le maritime. Oui. OK. Donc, les 35%, c'est la part de la logistique dans le prix de vente d'un produit. Pour les pays développés, ce pourcentage se situe entre 10 et 15%. Pays industrialisés, vous voulez dire, voilà. Pardon? Pays industrialisés. Pays industrialisés, oui. Donc vous voyez qu'on est quand même assez loin. Et là, évidemment, ce pourcentage va poser aussi la question sur l'exportation, nos produits. L'Algérie envisage, elle a l'ambition d'être un exportateur, de produits, produits finis, hydrocarbures. Et ce pourcentage de 35% qui concerne la logistique peut handicaper nos produits à l'exportation. Très bien, merci Ramadan Amour. Troisième chiffre, je l'ai évoqué tantôt, Idel Sassi, 1,8 million de conteneurs équivalents 20 pieds traités, plus 15% en 2024. Ça reste des chiffres encourageants. Alors, c'est notre activité portuaire. Au port d'Alger, je tiens à préciser. Très bien. Ce chiffre concerne le global, pas uniquement au port d'Alger, oui. Donc, ça reflète l'augmentation des importations en Algérie. Donc, nos ports sont liés aussi à notre activité d'importation essentiellement, même s'il y a un peu d'export. Donc, c'est des chiffres complètement liés à nos décisions par rapport à l'import-export, même si peut-être qu'on pourra parler tout à l'heure, quelles seront les possibilités pour que ces ports puissent servir encore à d'autres types d'activités qui puissent dynamiser, mais aussi c'est l'occasion de faire un petit peu l'analyse des choix stratégiques pris, les concessions déjà données, c'est qui fait qu'on a eu 35% pour le coût de logistique, etc., qui vont nous permettre de réfléchir pour les choix à venir. Très bien. Plus 15% en 2024, uniquement pour le port d'Alger, 1,8 million de conteneurs équivalents 20 pieds traités au niveau global des 11 ports algériens. Je tiens à le préciser, Monsieur Amour. Allez, lançons ce débat avec vous, messieurs. Avant de lancer le débat, j'aimerais avoir quand même l'avis de Monsieur Rafiq Belhadj Amara concernant ces chiffres que vous avez suivis avec nous, et notamment ce chiffre global on l'avait dit, donc j'aimerais avoir un rappel du premier chiffre. On a dit 130 millions de tonnes de marchandises traitées par les ports algériens en 2024. Que représente globalement ce chiffre, Rafiq Belhadj Amara? Oui, merci. Désolé, j'ai pas réussi à entendre les interventions du panel de qualité.
Ce que je peux dire pour ne pas être redondant peut-être, c'est que ces chiffres-là sont intéressants en termes de... Mais restent... Il faut les travailler, il faut savoir quelle est la valeur ajoutée générée par derrière, la productivité liée à ces chiffres. Ce qui est certain face aux besoins aux plus grands pays d'Afrique, ce n'est pas un chiffre qui est, je dirais qu'une marge de progression est tout à fait possible pour atteindre des performances. Donc il faut les faire parler, il faut rentrer dans le détail, je dirais, de ces chiffres qui restent quand même assez globaux. Très bien, merci à Rafiq Belhadj Amara. Nous allons petit à petit développer ces chiffres. Alors Idir Sassi, vous avez sans doute suivi la visite du patron du groupe CMA CGM en Algérie. Il a été reçu par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la semaine dernière. Au-delà alors du partenariat entre l'Algérie et ce leader mondial du transport maritime, dont on va revenir peut-être plus tard, cette visite vient relancer le débat certainement sur la vision algérienne du secteur du transport maritime. Alors on peut la résumer ainsi, nous ne pouvons plus négliger ce secteur, il doit impérativement devenir la locomotive du commerce international. Ça tombe bien, la Banque mondiale a souligné récemment que les réformes portuaires sont un levier de la diversification. Exactement. Alors, un grand pays comme l'Algérie devrait être, donc c'est ce que nous avons vu, un enclenchement de l'intérêt des autorités sur le problème de la logistique, donc des projets routiers, de l'intégration qu'on voudrait faire entre le nord et le sud, via le rail, via la route. Et donc, pourquoi? Parce que ça permet la sécurisation de l'ensemble du territoire, le désenclavement des régions, la progression des possibilités de développement envers le reste du territoire, mais pas que, même pour la sous-région. Donc il y a des possibilités, notamment via ces axes qui traversent le secteur minier et autres. Donc ça, d'un côté, c'est inéluctable, c'est de grands investissements publics et donc ils vont générer d'autres activités autour. Mais au-delà, l'Algérie, je pense, vu la situation géostratégique du pays, devrait inéluctablement devenir une sorte de hub de la région. C'est ce genre de projet, ce genre d'appels qui vont ramener plus de croissance et d'intérêt des investisseurs en Algérie, vont nous amener à plus d'ouverture en termes d'investissement, de commerce et du reste. Trouver des solutions pour que nos ports ne vont pas servir que pour l'importation de nos propres besoins, mais de plateformes logistiques pour le reste. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra peut-être parler tout à l'heure. On parlait d'opérateurs mondiaux, mais nos opérateurs aussi peuvent travailler de port à port, faire du cabotage, donc sur nos côtes, devenir un réceptacle maritime et pouvoir distribuer vers la sous-région et créer, pourquoi pas, des espaces de zones franches, etc., qui vont non seulement traiter nos propres besoins, mais les besoins aussi de la sous-région. Très bien, merci Belhadem. Alors j'aimerais d'emblée vous faire réagir sur le chiffre peut-être le plus important qu'on avait évoqué, c'est les 90% de notre commerce international qui passe par voie maritime, d'où l'importance peut-être de voir le rôle des ports algériens. Que manque-t-il concrètement, d'après vous, à nos ports pour devenir plus compétitifs? Alors aujourd'hui, déjà c'est important que le président de la République ait lui-même voulu se pencher sur le dossier qui est vital pour l'économie, pour notre économie du moins, si nos échanges atteignent 90% de dominance sur le transport maritime. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est là. On a une côte de 1600 km avec un peu 11 ports. 11 ports. Si vous voulez, certains sont marchands, certains sont spécialisés en hydrocarbures. Donc on a des atouts qui sont extraordinaires. Quand on parle de hub, on a déjà un pied sur le podium, parce qu'en fait, on a une sorte d'irrigation, de réceptacle. Un port chaque 200-300 km, ce n'est pas rien. Par contre, on a des indicateurs de performance. 1,8 million de VP par an, c'est 1/10 de Rotterdam. Le port de Rotterdam fait 13 millions parce qu'il nous faut un benchmark pour pouvoir apprécier quelque chose. Donc aujourd'hui, en Afrique du Nord, on a un pays qui est en mesure de devenir ce hub effectif. Par contre, on a une efficacité portuaire, donc des process de gestion, de bonnes pratiques, de modernisation. Et quand on parle de modernisation, on va parler de structure,
d'outils de réalisation, on va parler de compétences, hein. On va parler de compétences multiples sur un secteur. Donc, un port, c'est différents acteurs avec différentes prérogatives. Donc, aujourd'hui, il faudrait que nos ports deviennent performants. Quel est le circuit d'un conteneur de la mer à l'accostage, au déchargement, etc. Tout ce process doit être minute par minute, si vous voulez, suivi d'éléments de performance. Aujourd'hui, les ports doivent être productifs, non pas des ports de transit, hein. Monsieur Amara disait de valeur ajoutée. Valeur ajoutée du port de Rotterdam est de 800 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des ports doivent être générateurs de richesse, non pas le contraire, parce que ce que génèrent les coûts qu'on avait vus, plus 35%, donc on est en dehors de la norme de coûts logistiques. Par contre, j'avais vu des chiffres de 12 000 $ jour, oui. C'est beaucoup plus que ça. Mais ça, c'est des coûts qui sont payés par, en fait, le consommateur final. Oui. C'est de la perte. Ce qu'expliquait monsieur Amour, voilà. C'est des coûts qui se répercutent sur le consommateur final, bien entendu. C'est de la perte. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on se penche sur une modernisation de bout en bout. Donc l'infrastructure, spécialisation, fluidité du process de transit des ports, parce qu'on va jouer un rôle de hub. Si des armateurs internationaux devraient choisir l'Algérie comme hub, soit de transbordement, soit de transit, etc., il faudrait qu'ils aient des argumentaires qui les poussent à être là. Donc il y a beaucoup de choses à faire en termes de modernisation de nos ports. Très bien, merci Rassim Benrahnem. Pardon, avant d'aller voir M. Amour, peut-être pour établir un état des lieux de la situation actuelle des ports, Rafiq Amara, alors comment peut-être parvenir à mettre en place une stratégie solide et pérenne en matière de développement et de modernisation des ports algériens, d'après vous? Tout d'abord, j'adhère totalement à ce qui a été dit précédemment. Rassim a bien fait, je dirais, le tour d'une problématique et tous les enjeux et tous les leviers nécessaires et utiles pour atteindre ces objectifs. Je pense qu'on a un rôle majeur à pouvoir, en tant qu'acteur, aujourd'hui, de manière générale au niveau maritime et dans la région Ouest Med, il y a un gros besoin de foncier, je dirais de façade maritime, qui pourrait être, je dirais, une industrie, un soft power qui contribuerait à justement prendre des parts de marché à l'international, au-delà des besoins. Ce qui permettra aussi de réduire nos coûts en termes pour les besoins nationaux en Algérie, hein, puisque cette économie d'échelle se fera justement en productivité avec les marchés qu'on pourra acquérir dans les transbordements. Je pense que au niveau portuaire, l'Algérie a tout à fait un rôle et une géoposition et des avantages colossaux. Ressources humaines, façade maritime, coûts énergétiques, bien évidemment accompagné de formation et de transfert de savoir-faire. Un enjeu énorme sur un marché extraordinaire. Une géoposition par rapport, je dirais, aux pays subsahariens. Comme vous le savez tous, d'ici 2035, il y a une mini-Chine en dessous de tous les pays qui entourent l'Algérie au sud, en Afrique centrale. Il y a 1,7 milliard de moyenne projection sur 10 ans. Donc il est évident qu'il y a un gros enjeu pour lequel on peut répondre à un besoin sur un plan logistique. La logistique est un soft power avec une industrie, avec une valeur ajoutée. Ces investissements, pour répondre à votre question techniquement, je pense que c'est classique, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, il y a des pratiques. Il faut que la souveraineté, bien sûr, nationale reste et demeure, je dirais, à la maîtrise des enjeux et des investissements, mais il faut justement couvrir cela avec un cadre de partenariat sur des concessions qui permettent d'inciter les investissements sur une projection avec un profit, évidemment, mais en même temps défendre l'intérêt national. Donc on a tout à gagner parce que c'est, comme encore une fois, c'est ce qui va permettre aussi aux entreprises d'être compétitives parce que ces économies d'échelle iront directement dans je dirais, pour permettre aux intrants des entreprises à être pour le marché national, voire aussi pour le marché international s'il y a des produits destinés à la réexportation après une transformation en Algérie. Pour répondre aussi, je vais être un peu bref, c'est vrai qu'il y a un problème de technique, donc je profite de cette ouverture d'échange.
Il faut aussi autour de cette économie logistique portuaire, je dirais des cercles d'oignons aussi, et des cercles de zones logistiques et de zones industrielles qui, elles, viendront se greffer autour de cet atout, aussi bien dans l'axe pour national ou la réexportation, aussi que ces zones portuaires permettent la pénétration pour s'attaquer à l'Afrique centrale et aussi être le stop pour la redistribution vers l'Europe, voire vers le Eastbound, vers les États-Unis. Donc on a franchement un business énorme pour lequel on a beaucoup d'atouts, énormément d'atouts l'Algérie, et je pense que c'est une vraie industrie, une économie industrielle à laquelle il faut, comment dirais-je, totalement adhérer et investir beaucoup d'énergie parce qu'elle est vraiment apporteuse de richesse. Merci Rafiq Belhadj Amara. Restez avec nous, Monsieur Amour. Vous qui connaissez très bien le quotidien du secteur du transport et de la logistique maritime, alors pouvez-vous nous faire ce fameux état des lieux actuel et nous dire quelles seraient en quelque sorte ses priorités dans le cadre d'une stratégie nationale, je rappelle, intégrée, et quels sont les atouts peut-être de l'Algérie dont parlait Monsieur Amara pour faire de ce secteur un pilier de notre économie nationale? Écoutez, le secteur de la logistique portuaire, quand je parle, ce n'est pas uniquement le portuaire, vous avez le portuaire et vous avez le maritime. Donc il s'agit d'une mise au point pour les deux. Hein. Le maritime aussi est un point crucial pour nos échanges. On va l'expliquer après. Ce qui est intéressant est que, en lisant, les pouvoirs publics ont des stratégies à l'heure actuelle qui sont tout à fait adaptées. Moi, j'en ai pris connaissance sur des projets, par exemple, l'extension des ports. Vous savez que le problème des ports algériens, d'abord, ce sont des ports incrustés dans la ville. C'est un handicap majeur. L'autre handicap, c'est l'handicap des tirants d'eau. Nos navires, nos ports, à l'exception du port de Djenjen, ne peuvent recevoir que des navires de taille moyenne, au maximum. Or, M. Amara parlait tout à l'heure d'économie d'échelle. Oui. Et cette économie d'échelle, lorsque vous avez un conteneur qui va être transporté sur un navire de 1000 ou de 1500 TEU, vous allez diviser les charges du navire sur 1000 TEU. Hein. Exactement. Et ce n'est pas la même chose que si vous avez un navire de 10 000, de 15 000, et maintenant on arrive à plus de 24 000 TEU pour les navires qui font les transatlantiques ou les transoceaniques, les navires qu'on appelle les mother vessels. Donc tout ça, rajouter aussi qu'à l'heure actuelle, en fait, ces navires, en grande partie, retournent vides, ce qui greffe aussi la rentabilité des navires. Et tout ça se répercute évidemment sur le prix final de la marchandise. Donc, actuellement, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Réduire ses coûts par des ports adaptés. J'ai pris connaissance aussi que les pouvoirs publics sont en train d'acquérir du matériel adéquat pour le port d'Oran, des portiques. Oui. Les portiques pour les conteneurs, pour le chargement et déchargement des conteneurs. Vous savez, jusqu'à l'heure actuelle, on a travaillé avec les grues classiques. Donc il y a ce besoin de moderniser le matériel. Les grues classiques qui font au maximum 10, 12 conteneurs à l'heure. Qu'avec ces portiques, on pourrait largement dépasser les 20 conteneurs à l'heure. Donc,
nous avons grand espoir que très bientôt, ces indicateurs vont certainement s'améliorer. Oui. Merci, Monsieur Amour. Messieurs, je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir au débat. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Les pros de l'écho sont de retour dans un très court instant. De retour sur le plateau des pros de l'écho. Mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons ce soir de la stratégie nationale concernant le secteur du transport et de la logistique maritime. Idil Sassi, la question des partenaires revêt une importance capitale, alors qu'il s'agisse de CMA CGM ou d'autres opérateurs, peu importe. Nous devons impérativement fixer des objectifs clairs à atteindre, car devenir un hub en matière de transit portuaire ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pourquoi l'État a lancé une série de projets de construction, de modernisation de ports. Quelle serait la meilleure manière, la manière la plus efficiente d'y parvenir selon vous? Alors, en respectant les délais notamment. Exactement. Démultiplier les partenariats, c'est une très très bonne chose. Alors c'est vrai qu'il y a un certain monopole au niveau international de quelques opérateurs. Il faut avoir de l'intelligence économique par rapport au choix des opérateurs et par rapport aux stratégies de ces opérateurs ailleurs. C'est-à-dire qu'on doit être déjà prêt pour savoir quelle est la stratégie de cet opérateur quand il vient chez nous. Ça, c'est une préparation. Au-delà, nous avons déjà donné des concessions. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait évaluer ce que nous avions fait, les choix qui ont été faits. Monsieur Amour parlait tout à l'heure de 6 bateaux en rade, de 12 000 $ de coût, etc. Donc, est-ce que nous avons atteint des objectifs d'efficience? Ce n'est pas encore le cas. Donc, nous avons déjà des concessionnaires. Oui, il faut donner des concessions, pourquoi pas, mais il faut aussi l'investissement que l'État donne, il faut qu'il y ait un cahier de charges et un plan pour une certaine efficacité par rapport à l'investissement. Sur le plan financier, moi j'aime bien revenir aussi quand j'entends investissement. Pourquoi pas faire ce qu'on appelle, il y a certainement des ports stratégiques que l'État veut garder. Il y a des manières, peut-être on va en parler. Et puis pourquoi pas les BOT. Les BOT. C'est-à-dire laisser les gens ramener. Parce que je pense que quand un opérateur il met de l'argent, il y a un peu plus d'efficacité dans la manière de faire. Et puis il y a moins de risques par rapport à la compétitivité de ce port, qu'il n'y ait pas de risque autre d'étouffement ou autre. Hein, donc des stratégies un petit peu peut-être sournoises, entre parenthèses. Donc il y a ça. Et puis quand on donne une concession, c'est bien, mais pourquoi pas aussi, pour avoir un œil sur ce qui se fait, sur les coûts, sur l'efficacité réellement de faire travailler ce port, de modernisation et de tous les efforts déjà prévus, pourquoi pas faire des sociétés mixtes. Si on regarde des exemples autour de nous, il y a des sociétés mixtes, c'est-à-dire que la concession, on la donne à la société mixte et non pas à l'opérateur pour garder un œil sur ce qui se fait. Parce que, comme je disais, il y a des fois des stratégies. Créer des joint ventures entre Exactement. Les différents. Donc réfléchir, efficacité, diversifier. Je ne dis pas qu'il faut BOT partout ou concessions partout. Nous avons déjà donné des concessions. Ça a montré des limites. Nous en sommes aujourd'hui à en parler. Donc peut-être BOT, ça peut apporter déjà le bras financier de l'État est allégé. Pourquoi pas des joint ventures pour avoir du personnel local, déjà transfert de savoir-faire, et puis un œil dans l'efficacité. Et puis, bon, les objectifs, c'est l'efficacité, c'est les coûts, etc. Et puis, il y a aussi l'environnement. On parle aussi, ça me tient à cœur personnellement. Oui, d'autant plus qu'il y a des réglementations européennes plus strictes en matière de. Il y a des ports dans nos villes. Le port d'Oran, il est à l'intérieur de la ville. Et je lance un appel. Le clinker qui est débarqué, embarqué au milieu de la ville d'Oran, à mon avis, ce n'est pas bon parce qu'il y a de la poussière, etc. Donnons des BOT, faisons sortir ces possibilités. Et puis pourquoi pas, quand on s'ouvre, l'Algérie est un pays neutre, donc non aligné, nous avons la possibilité de diversifier nos partenaires, donnons à des partenaires neutres. Laissons ce genre d'investissement stratégique en dehors de toute perturbation future possible. Il y a cette possibilité, il faut s'ouvrir à plus de possibilités dans ce sens.
Très bien, merci Delsessi. Alors, Rafiq Belhadj Amara, alors l'armateur CMA CGM a fait part de son grand enthousiasme quant à la possibilité d'investir dans de nouveaux ports en Algérie. Quelle serait, selon vous, la manière la plus intelligente d'aller vers un partenariat qui soit win-win avec ce mastodonte du transport maritime? Merci. Juste une petite parenthèse Oui, avant allez-y. d'aborder la réponse à cette question. Je voudrais tordre le cou à un préjugé ou je dirais une erreur que nous commettions tous en voyant des bateaux en rade, en pensant que c'est ce qui crée la richesse et l'attractivité d'un pays. J'ai eu à observer en pensant que plus il y a de bateaux en rade, plus c'est je dirais un baromètre de l'intérêt qu'ont les investisseurs, les partenaires, les fournisseurs pour rentrer. Donc il faut juste qu'on sache, un bateau en rade, c'est de l'argent perdu pour l'économie algérienne. Donc l'objectif est d'en faire un minimum. Et les coûts, ils sont bien plus élevés que les 12 000 $ évoqués. C'est un chiffre moyen. Bon, pour la CMA CGM, je pense qu'il faut rappeler à l'histoire. C'est une compagnie qui a une présence internationale avec des investissements similaires à ceux qui sont évoqués avec l'Algérie sur beaucoup de pays. Et le retour d'expérience fait que ça a toujours été un bon partenaire avec, je dirais, un respect des règles. C'est un milieu où il y a une forte compétition. Pourquoi CMA? Mon point de vue, j'ai vraiment un parti pris, je dirais, pourtant je n'ai pas de lien ni direct ni de conflit d'intérêts, on va dire. Mais je dirais qu'il y a une proximité, il y a une culture d'entreprise qui est sensible et qui a cru beaucoup en Algérie. C'est un des premiers armateurs qui a quand même investi des lignes, évidemment un intérêt économique, mais qui a cru et qui a investi il y a plus de 30 années sur ce marché, en rachetant des filiales. Donc le marché algérien le connaissent. Donc ils sont amènent à bien adapter des solutions logistiques, portuaires et je dirais commerciales déjà à la base, connaissance de la culture du pays et d'une part. D'autre part, c'est devenu un géant qui a des compétences sur beaucoup de domaines et surtout ce qui est important pour une activité portuaire, c'est un partenaire qui est en capacité à ramener des flux qui ne concernent pas l'Algérie. Tout ce dont on a évoqué les transbordements aujourd'hui, ils gèrent beaucoup de flux en West Med qui peuvent, en un clin d'œil, rapidement faire dérouter sur des activités portuaires algériennes. Et c'est des activités, c'est comme un service vendu à l'export. C'est-à-dire qu'ils rentrent, ils ressortent, il y a un savoir-faire, il y a une plus-value qui reste en Algérie et en devise. Ça, évidemment, Bolloré a été... à un moment donné, détenteur de plusieurs, 16 terminaux, et ce fut quand même le succès en Afrique. CMA a la capacité, autre que celle, si je dois comparer avec Bolloré, c'est une compagnie maritime qui maîtrise la partie nautique des flux, des trafics. Et ça, c'est un atout majeur. Deuxième, je dirais aussi, aspect qui me semble énorme, c'est qu'ils sont très axés sur la formation. Ils ont des centres de formation, des écoles des plus pointues aujourd'hui avec un institut à Marseille, mais pas que, où ils sont très axés sur la formation pour qu'il y ait des compétences locales. Et je l'observe un peu dans tous les pays. Aujourd'hui, vous parlez à un juriste avocat qui s'adresse à CMA Algérie, il aura une compétence en face du juridique équivalente à celle du siège. Ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies, je dirais, présentes. Donc pour moi, c'est un partenaire qui a la connaissance du marché, qui a exprimé de manière active son intérêt, et je pense que c'est une réelle opportunité à saisir. Maintenant, évidemment, il faut bien sûr défendre les intérêts algériens, tous les aspects qui ont été évoqués par mes collègues du panel, effectivement. Il y a des formules juridiques, mais je pense qu'ils ont la capacité à transférer un savoir-faire, parce qu'ils méconnaissent bien le terrain et ils ont aussi une ambition africaine et que eux peuvent accompagner la stratégie du pays justement pour s'ouvrir sur cet axe Asie, Afrique, Europe. Merci Rafiq Amara, restez avec nous. Monsieur Ammour, alors avec nous en parlions, tantôt nous évoquions ce chiffre d'environ 5 à 11% des échanges maritimes assurés par des navires algériens, qu'il s'agisse de l'import ou de l'export, malgré un littoral de plus de 1600 km
quels leviers concrets, fiscaux, réglementaires, formations doivent être activés d'urgence pour développer une flotte nationale qui soit compétitive pour contrecarrer l'omniprésence d'armateurs étrangers dont nous venons de parler également. Si vous permettez, oui, allez-y. Je voudrais rebondir sur la question précédente. Oui. Donc, en ce qui concerne dans CMA, CGM oui. ou un autre. Oui. Ou un autre qu'on appelle donc les grandes compagnies maritimes qu'on appelle communément les majors. L'Algérie, en dehors de l'amélioration des ports actuels, a l'ambition de construire un port, un hub. Donc un port de transbordement, c'est nécessairement, ce n'est pas uniquement de la marchandise, ce n'est pas les conteneurs qui sont destinés uniquement à l'Algérie. C'est des conteneurs qui partent vers d'autres pays. C'est des conteneurs qui vont partir vers l'Afrique subafricaine, ou peut-être même plus loin, ailleurs. Donc, ces ports d'éclatement, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir être rentables, il ne s'agit pas de les alimenter en feedering. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas, on ne va pas prendre des conteneurs dans les autres ports d'éclatement pour les ramener. Donc, ce sera un port d'éclatement où, forcément, il doit y avoir des navires de grandes compagnies qui doivent escaler. Donc, ce sera des lignes régulières de majors. C'est ça qui va faire vivre un port d'éclatement. Vous voyez, donc... Maersk, Hapag Lloyd, CMA, par CGM, exemple, dans nos voisins, vous avez Maersk. Le prochain port d'éclatement, le prochain port de hub algérien, je veux dire, ça se fait avec une compagnie qui peut être une compagnie comme CMA, CGM ou un autre major. Mais justement, cette question elle-même pose la question du pavillon national algérien. Comment pourra-t-il être ou rester ou espérer être compétitif devant une telle concurrence? Rapidement, s'il vous plaît, M. Amour. Allez-y. Le pavillon algérien, pour aller pour ramener de la marchandise, des conteneurs de pays comme la Chine, etc., d'abord, vu les distances, vu la concurrence qui existe, qui est féroce entre de très grandes compagnies, donc, nos compagnies ne peuvent faire que du feedering. C'est-à-dire, sur ce créneau, les compagnies algériennes peuvent faire beaucoup d'efforts et peuvent être extrêmement rentables sur ce type de marché. Voilà en ce qui concerne... Alors, maintenant, évidemment, il y a énormément d'autres contraintes qui se greffent. Alors, vous avez la première des contraintes actuellement, c'est la mise à conformité de tous les navires. Oui. La réglementation internationale à l'heure actuelle est extrêmement exigeante. Donc il y a un besoin de faire un effort en matière de simplification de la réglementation? Non, il ne s'agit pas de la réglementation nationale. Oui. Je parle de la réglementation internationale en termes de sécurité, de préservation de l'environnement, etc. Oui. Et vous savez que la réglementation, l'OMI, en plus du contrôle par l'État du pavillon, donc c'est-à-dire par le ministère des Transports, vous avez le contrôle des navires par l'État du port. Et c'est ça qui pose problème. Parce qu'un navire algérien qui n'est pas aux normes, ou qui, même sur des choses qui apparemment ne sont pas d'une grande gravité,
eh ben, il va arriver dans un port étranger, il est bloqué. Oui. Nous avons eu des expériences. Oui, récemment. Et ce point, donc, est un défi à relever par le pavillon national. Très bien. Merci, monsieur Amour. Rassim Benranem, alors, on dit dans le domaine du secteur maritime qu'un port moderne n'est pas un quai profond, mais un écosystème où le navire, le train et la douane parlent le même langage digital. Il s'agit de la synthèse des enjeux peut-être actuels. Certains problèmes sont connus. Monsieur Amour vient d'en situer quelques-uns. Alors la congestion, les coûts liés à la rade ou encore la nécessité d'étoffer le pavillon national. Mais ce besoin peut-être en numérisation, digitalisation de certaines procédures administratives. Est-ce qu'il va falloir là également faire un effort supplémentaire? Ça doit être inévitable pour tous les secteurs, particulièrement le secteur des transports. Aujourd'hui, un conteneur peut, grâce à une traçabilité numérique, peut être à la seconde identifié dans un port donné. Par contre, il faut qu'on mette un pied juste avant. Il faut savoir que l'infrastructure portuaire est un investissement générationnel. Ça veut dire que si on doit se pencher sur un port, c'est un projet sur 50 ans, un siècle. Donc il faudrait qu'on ait une vision de ce qu'on veut faire du pays en termes de transit, de transbordement, de besoins locaux, d'évolution démographique locale et régionale. Et à partir de là, on se fixe un objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos ports existants? Les moderniser, c'est inévitable, parce que ça devrait être aujourd'hui une norme de base. Non pas une option supplémentaire, mais on devrait fonctionner comme fonctionnent les aéroports aujourd'hui et autres. Et je pense d'ailleurs, pour faire un parallèle sur les pavillons, je pense qu'il vaut mieux investir sur de l'infra que sur un pavillon. Oui. Donc, enrichir la flotte nationale, on ne pourra jamais être concurrentiel. Or, laisser des armateurs étrangers qui ont amorti leurs investissements, ils sont plus concurrentiels, mais opter sur une valorisation déjà de ce qu'on a. Les ports que nous avons sont utiles parce que ça fonctionne déjà. Il y a des points d'amélioration, mais ils sont utiles. On peut pousser la performance de nos ports à 100%. Parce que déjà, on ne travaille pas en H24. Il y a eu quelques instructions récentes on vient de passer pour passer à l'H24. Sur 7/24/24, oui. Ça, c'est déjà optimisé en un shift supplémentaire, ou voire 2 shifts supplémentaires, nos ports. Par contre, il faudrait qu'on aille sur des experts de la logistique internationale, faire des jumelages, faire de la collaboration avec des gestionnaires de ports à l'international. Ne pas choisir ou faire l'erreur de miser sur un partenaire et se retrouver sur on aurait dû faire, mais c'est trop tard, c'est 10, 15 ans qui se sont écoulés. Laissez l'effet de la concurrence, c'est de la concurrence qui fera en sorte que les gens pensent à être performants. C'est aussi l'investissement, quand c'est sur bien de l'État, quand c'est sur fonds de l'État, c'est perdu. On a dans l'esprit, c'est pas grave, c'est de la subvention, non pas de l'investissement. Donc s'ouvrir sur de la JV multipolaire, trouver les praticiens, les spécialistes dans la gestion logistique portuaire. Parce qu'aujourd'hui, je peux être armateur et ne pas être efficace dans la gestion des ports. Et aussi, quand on est un gestionnaire de port, on a cette capacité d'avoir accès à des armateurs et, si vous voulez, essayer de séduire pour que le transbordement ou le transit se fasse par nos ports. Quand on est armateur, on a peut-être cette non-aisance à pouvoir négocier avec d'autres armateurs pour pouvoir déverser vers nos bassins. Aujourd'hui, il y a un potentiel extraordinaire. Moderniser, former le personnel, parce qu'on a beau moderniser, si le capital humain ne suit pas, si le capital humain n'est pas conscient de son impact sur le fonctionnement des structures. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'homme soit performant, sa structure soit performante à des fins économiques. Il faut qu'on soit vraiment fixé sur de la rentabilité économique. Merci Rassim Benranem. Idil Sassi, alors, pour des cas pratiques, si on prend les cas des ports, par exemple, d'Arzeu, de Gigel, d'Annaba pour les exportations d'urée, de clinker ou encore
de phosphate. Faut-il investir dans une spécialisation de quelques ports algériens pour permettre d'exploiter peut-être pleinement leur potentiel dans certaines filières stratégiques pour des exportations hors hydrocarbures, vu que c'est l'objectif, ou faut-il plutôt transformer les ports en plateformes logistiques multifonctionnelles en y intégrant par exemple de gigantesques, Rafiq Amara en a parlé, zones industrielles à l'image de ce qui est prévu pour le port de Hamdaniya Centre? Oui, il faut penser diversification. Relier ces ports, ça veut dire que c'est des choix après, c'est des arbitrages. Nous avons le pipeline, le chemin de fer, l'autoroute, tout ça. Donc, pour chaque port peut réfléchir, donc devenir spécialisé dans un domaine par rapport aux liens qui se créent autour. Alors, l'État, oui, il faut un grand port, c'est clair. Il faut un grand port. Je rejoins mes amis qui disaient qu'on ne peut plus concurrencer sur la flotte, ce n'est pas possible. Juste pour rappeler, les pays du Golfe qui ont beaucoup de moyens ont essayé pour créer un géant de transport, ils n'ont pas pu parce qu'il y a une sorte de monopole à l'international. Donc il faut essayer de travailler pour diversifier, éviter les situations de monopole. Un armateur qui gère un port, il va toujours, d'une manière ou d'une autre, favoriser sa propre flotte. Donc, donnons au maximum d'acteurs. Si on a, pour moi, dans tous les domaines, en tout cas, à mon avis, la spécialisation, la création des pôles dans le domaine scientifique, économique, financier, etc., moi, je suis pour. Il faut créer les pôles. Pourquoi? Parce qu'on concentre les possibilités sur un point donné et ça donne plus d'efficacité dans le suivi et dans la réalisation des investissements. Alors, le côté Est pour le phosphate, par exemple, c'est très important. Pourquoi pas intégrer avec nos voisins tunisiens? Et nous avons vu aussi le retour pour non pas la modernisation, mais la maintenance des opérateurs chinois. Il est temps aussi d'ouvrir les possibilités financières pour ce genre d'opérateurs, c'est-à-dire ramener les financements pour ce genre de vision. Alors, on a notre vision en tant que pays de priorité, mais certains opérateurs, nous avons, je crois, Singapour à Bjaya, qui atteint ses limites, il n'y a pas de possibilité de développer. Donnons plus de possibilités. Singapour, c'est un acteur neutre, c'est une diversification aussi. Je ne connais pas l'opérateur, d'accord, qu'on soit clair. Donc, démultiplions et laissons les gens ramener de la vision et aussi du financement. Merci Idel Sassi. Rafiq Belhadji Amara, je me tourne vers vous. Alors, au vu peut-être des bouleversements géopolitiques et leurs impacts sur les coûts du fret maritime, que préconisez-vous de faire en matière de réformes urgentes afin de protéger le commerce international algérien et profiter, pourquoi pas, des opportunités qui peuvent découler de telles situations? Tout à fait. Ça va en phase avec tout ce qui avait été précédemment dit, à savoir que ces économies d'échelle ont forcément un impact. Évidemment, les ports qui servent pour hub ont des taux de fret bien plus compétitifs de par le fait que ce sont des navires de grande capacité et donc forcément cette économie d'échelle de coût qui est réduite. Ça permet de contrer aussi le fait aussi de maîtriser la congestion, les attentes, toutes les surcharges que finalement, vous savez, je me répète, un bateau qui travaille lentement dans un port ou qui reste en rade, c'est le produit qui est dans ce navire qui va payer le prix. Ce n'est pas l'armateur. L'armateur, il recycle, il réinjecte ses coûts. Ils ne sont pas philanthropes, quelle que soit l'insalité, quelle que soit l'origine, c'est le modèle. Donc forcément, s'il y a un problème de productivité, c'est un impact. Donc forcément, pour pouvoir faire face à cette conjoncture, je pense qu'on a une belle carte à jouer pour se repositionner justement avec ces projets de port hub. Je fais un petit bémol, si vous me permettez, je reviens sur ce qui a été évoqué. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Je voulais juste revenir un peu sur le sujet évoqué concernant l'enjeu du pavillon national par rapport à cette problématique. Effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, ça se joue sur des compagnies, je dirais, supranationales, hein, et c'est des multinationales. Donc, il est difficile d'envisager que tous les transports soient majoritairement en le monopole d'un pavillon national aujourd'hui par, je dirais,
les approvisionnements se font à l'échelle mondiale et donc il y a des armateurs, des multinationales qui ont cette capacité d'y répondre. Et l'un pavillon seul ne peut pas y faire face. Il ne sera une charge, il ne pourra pas être compétitif. Par contre, il a une capacité, justement dans le cadre d'une politique de maritimisation. D'une part, ses partenaires, on peut leur suggérer de mettre sous pavillon algérien certaines unités pour créer et maintenir cette capacité de formation aussi bien de tout l'environnement, que ce soit du marin aux gestionnaires sédentaires, et aussi prévoir des plans de charge sur ce qu'on appelle des feeder services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pavillon national peut assurer du short sea pour ramener certains flux qui arriveraient sur le Pirée depuis l'Asie pour les driver sur un deuxième port algérien pour ensuite éclater sur l'Europe, à titre d'exemple. Donc, je pense que le pavillon national a une carte à jouer sur ce qu'on appelle le last leg, c'est-à-dire le dernier leg de transport. Donc, je pense que tous ces opérateurs seraient ravis d'avoir en face d'eux un armateur national qui puisse y répondre et intégrer cette partie d'une problématique, puisque ça passera de encore plus gros navires à des moyens. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question concernant cette opportunité. Très bien. Mais je pense que, encore une fois, l'industrie maritime et portuaire et logistique est un enjeu pour lequel, au-delà de l'économie nationale, on peut récupérer des parts de marché à l'international et voir accompagner des croissances. C'est une économie qui peut être sur plusieurs milliards de dollars, intégrée comme on vendrait un service ou un produit. Et en plus, ça permettra à nos entreprises d'être connectées à une logistique internationale qui favorisera bien évidemment son commerce international, ses connexions. Je pense encore une fois pour conclure, il y a toutes les réformes qui ont été précitées par mes collègues du panel, effectivement, qui sont à engager, et j'insiste énormément sur deux aspects, la formation et l'aspect écologique. Il faut effectivement, puisque c'est un projet jeune, et je pense qu'on a tout l'avantage pour pouvoir partir sur des conceptions de smart port. Aujourd'hui, nous parlons de smart port, des aspects écologiques. CMA, pour citer l'exemple, ils y sont très sensibles, mais pas que, ils ne sont pas les seuls. Et je trouve que l'avantage, c'est que nous avons pas des infrastructures anciennes pour lesquelles il y a de la rénovation. On peut aller sur des investissements directement update. Et ça, c'est un avantage. La formation, la même chose. Enfin, ça va du stockage data center qui peut être green jusqu'à tous les aspects de gestion des terminaux. L'aspect écologique est essentiel. L'aspect de la formation est primordial. Merci infiniment, Rafiq Belhadj Amara, pour toutes ces réponses. Je rappelle, vous êtes Managing Director de Navimed à Marseille. Merci à vous, Idil Sassi, expert international en économie et finance. Merci à vous, Rassim Benranem, consultant en commerce international. Et merci à Ramdan Amour, expert en logistique maritime. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir été fidèles encore une fois et à la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.